Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Tech que vous regardez en direct à 11 h sur Bismart. C'est le magazine qui est dédié à l'innovation et à la nouvelle société numérique dans laquelle, sans doute, des robots sont en train de s'installer à votre bureau. En tout cas, on a un ouvrage qui nous en parle, s'appelle Robot Révolution pour nous préparer à ce remplacement de nos métiers. Alors certains crieront au catastrophisme stérile, tout dépend comment on l'entend. Ce qui est prédit en tout cas, c'est qu'effectivement, les robots vont changer la donne dans nos carrières professionnelles, y compris pour les métiers qui jusqu'ici semblaient à l'écart de ce qu'on nomme l'automatisation. Ce sera donc le sujet de l'interview avec Aymeric Le Breton dans quelques instants. Et puis je vous propose le jeudi désormais un grand débrief de l'actualité. Alors on va parler de celles qui nous ont fait réagir cet été, par exemple ce rapport sur le cloud qui égratigne les géants américains ou encore le bilan des 10 ans de Tim Cook, la stratégie d'Intel pour redevenir numéro 1 des puces électroniques. Et puis, on parlera bien évidemment de Tesla Bot, cette humanoïde que nous a montré Elon Musk pour peut-être nous faire perdre notre temps ou pour nous montrer à quoi ressemblera demain. Et puis, vous découvrirez aussi le rendez-vous dans Smart Tech qui sera dédié désormais au sens de l'IA, de l'intelligence artificielle avec la célèbre chercheuse française Laurence De Villers. Et enfin, on conclura par une innovation pour demain avec une clim écologique. Mais d'abord, place à l'interview. Et voilà que les robots vont se mêler de nos carrières professionnelles et que personne n'y échapperait. C'est un peu ce que vous nous dites, Aymeric Le Breton. Bonjour. Bonjour. Oui, effectivement, en fait, on voit que le mouvement de la robotique qui a démarré il y a une trentaine d'années, commence à s'intensifier et qu'il concerne de plus en plus de secteurs, c'est-à-dire autrefois les emplois les moins qualifiés et de plus en plus les emplois les plus qualifiés aujourd'hui. Donc vous êtes directeur général d'un groupe qui s'appelle Orientation, qui est spécialisé dans l'accompagnement des révolutions et des évolutions professionnelles. C'est dans ce sens que vous avez pensé votre ouvrage, c'est pour accompagner en fait les salariés, les employés, ceux qui cherchent un emploi, à trouver leur métier de demain ? Exactement. En fait, c'est vraiment un outil. Le livre, c'est un outil de sensibilisation des salariés à ce phénomène qui est en train de se produire, auquel on a associé une application sur laquelle ils peuvent aller directement mesurer en quelque sorte le risque. Alors on va en parler, mais c'est quoi ce phénomène ? De quelle révolution vous nous parlez exactement ? Parce que quand on dit robot révolution, ça veut dire quoi ? Ça veut dire en fait qu'il y a une accélération de l'innovation dans le domaine de la robotique. Et on ne parle pas que des robots industriels, des automates. Exactement. Vous parlez aussi des logiciels. C'est ça, en fait. On est sorti de l'usine pour aller finalement vers la vie quotidienne, dans les services, dans le domaine médical. En fait, ça infiltre partout, dans tous les domaines, dans tous les métiers. On a de la technologie qui commence à... Et vous voyez ça comme une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Alors, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire en tout cas, ça crée des défis. Il y a un défi notamment qui est très important, c'est celui de l'éducation, de la formation, puisqu'en fait, on s'aperçoit que l'arrivée des robots va créer de l'emploi, mais il crée des emplois très qualifiés et souvent au détriment des emplois les moins qualifiés. Et qu'il a tendance finalement à détruire les emplois les moins qualifiés. Mais là, en même temps, vous nous dites, attention, c'est pas forcément aussi simple que ça. Donc, il y a une application que vous avez développée. Alors, à voir quelle est sa fiabilité. Mais enfin, on peut tester la probabilité de voir son travail confié à un robot. Ça s'appelle révolutionrobot.fr. Oui. On tape le nom de son métier et puis là, il y a une moulinette qui tourne qui nous dit pas de chance, un robot pourrait faire votre travail demain ? C'est ça, en tout cas qui nous dit... Est-ce que c'est pas un peu du catastrophisme ça ? Non, en fait, ça permet juste de se dire, voilà, mon métier tel qu'il est configuré, voilà les risques qu'il y a, qu'il y ait des robots qui viennent le remplacer progressivement. Et donc, à partir du moment où j'ai pris conscience de ça, ça me permet de réfléchir à comment me former, quelles compétences acquérir, comment évoluer vers un nouveau métier pour ne pas rester statique finalement dans sa carrière, mais au contraire être en dynamique. Donc l'idée, c'est pas du tout de faire peur, mais c'est de sensibiliser. On sait qu'il y a un risque qui est réel.
On a beaucoup parlé de l'emploi des caissières, par exemple, ou des caissiers, qui est menacé par les machines automatiques. Et on voit effectivement qu'il y en a de plus en plus des machines. Il y a 5 ans, on disait, ça progresse. Et en fait, on voit que maintenant, on a des grandes surfaces où on a presque que des machines automatiques. Donc, et vous recensez des métiers intellectuels aussi dans votre moteur ? Alors oui, il y a 780 métiers en fait au total qui ont été recensés. C'est la version 2 en fait de l'application. Au départ, il y avait 250 métiers. Maintenant, il y en a 780. Et il y a à peu près tous les métiers en fait qui sont recensés, en tout cas les plus courants. Alors moi, quand j'ai lu le nom de votre ouvrage, ça m'a fait penser évidemment à la Robolution de Bruno Bonnell, qui est aujourd'hui un député de la 6e circonscription du Rhône, mais qui est aussi le président de Robolution Capital. C'est le premier fonds d'investissement français qui est consacré aux entreprises du secteur de la robotique. Et alors lui, il dénonce en fait ce mythe du chômage technologique. Alors à mon avis, il y a beaucoup d'emplois qui sont créés de toute façon. Et puis, les emplois ne sont pas détruits du jour au lendemain. C'est-à-dire, pour reprendre cet exemple des caissiers et des caissières, du jour au lendemain, on n'a pas une disparition totale. Mais par contre, le nombre total des gens qui exercent ce métier se réduit avec le temps. Et ça, par contre, c'est une réalité. Et on le trouve... Alors, on a parlé de la distribution, du commerce. Il y a d'autres métiers qui se créent autour de ces révolutions. Alors bien sûr, parce qu'il faut des... C'est ce que dit Bruno Bonnell. Il dit, si on regarde avec une loupe dégrossissante, en fait, de manière plus macro, on s'aperçoit qu'on a augmenté le nombre d'emplois. Alors en fait, on va en créer, mais on va créer des emplois qui sont différents. Donc, ça veut dire aussi des emplois plus qualifiés. C'est-à-dire que vous allez avoir des gens qui vont faire de la maintenance sur la robotique, qui vont créer les robots, qui vont venir observer, analyser les comportements des êtres humains en interaction avec les robots. Donc ça, c'est des emplois très qualifiés. Mais par contre, les emplois les moins qualifiés, eux, en fait, sont directement impactés. Si vous avez une réduction du nombre de caissiers et de caissières et qu'ils sont remplacés par des ingénieurs qui créent des robots de caisse, vous voyez bien qu'il y a un gap de qualification entre les deux Et vous ne croyez pas au cobot, vous savez, à cette collaboration qui peut se faire justement avec les robots demain ? En fait, elle est déjà existante. Des binômes, des duos. Parce qu'en fait, on travaille en permanence avec avec des logiciels, avec des systèmes automatisés. On en a de plus en plus dans les entreprises. Donc effectivement, il y a une collaboration qui se fait et tout ça, ça crée de la valeur. Donc tout ça, ça peut créer de l'emploi. Tout dépend en fait, à l'échelle d'une entreprise, je dirais, tout dépend du dynamisme de l'entreprise. Une entreprise qui est en forte croissance, si elle automatise certains de ses métiers, certains de ses processus, elle ne va pas licencier. Au contraire, elle va réaffecter les personnes sur de nouveaux postes, elle va les former, les réorienter, etc. Mais par contre, des entreprises qui sont sur des secteurs d'activité qui sont plutôt atones ou en décroissance, eux, quand ils robotisent, ils suppriment vraiment de l'emploi. Oui. Donc en fait, tout dépend de ce dynamisme économique du secteur ou de l'entreprise dans laquelle on travaille. Et alors, quels conseils vous pourriez donner très rapidement là, à ceux qui nous regardent sur Smartech pour se préparer à cette révolution, pour travailler son évolution professionnelle en fonction de cette révolution robotique? En fait, la formation, elle joue un rôle crucial. En fait, il faut toujours être en train de se former et en train de développer de nouvelles compétences. De nouvelles compétences et de nouvelles formes d'intelligence. Il y a notamment, alors c'est un terme qui est un petit peu à la mode, mais qui traduit quand même tout ce qui est autour des savoir-être, c'est-à-dire tout ce qui est soft skills. Et ça, c'est vraiment un élément très intéressant à développer, parce que si on développe sa créativité, si on développe sa capacité à collaborer, à communiquer, ça, c'est des choses qui restent quand même assez inaccessibles pour les robots. Et ça se travaille. C'est-à-dire qu'on dit que ce sont des qualités humaines, mais ce n'est pas forcément spontané, naturel, ça se travaille. Non, ça se travaille, ça s'apprend, ça se développe. Alors, ça peut être de l'auto-formation, des MOOC, des lectures. Vous avez le personnel MBA, par exemple. Pour ça, c'est plutôt pour les gens qui sont à un certain niveau, mais qui permettent de développer un certain nombre de choses par l'auto-formation. Puis après, vous avez des formations plus classiques. Aujourd'hui, vous avez toutes les formations à distance. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire pour développer, en fait, ces capacités. Et puis après, il y a aussi le choix. Les organismes aujourd'hui qui travaillent sur la réorientation professionnelle, Oui. Est-ce que vous pensez qu'ils sont au fait de ces évolutions et qu'ils proposent des formations adaptées ? Alors, ce n'est pas systématiquement le cas parce que ce n'est pas quelque chose... Nous, quand on réalise, par exemple, des bilans de compétences, qu'on aide les gens justement à s'orienter, on va systématiquement faire ce type d'études à la fois sur leur métier et les métiers qu'ils ont choisis pour les mettre en garde et leur faire prendre conscience des choses. Mais je ne suis pas certain, effectivement, que ça soit quelque chose qui soit encore bien intégré dans la réflexion. Moi, je ne l'ai pas constaté pour l'instant. Ouais. Non, ce n'est pas quelque chose qui est forcément encore bien intégré. Peut-être que votre ouvrage devrait davantage s'adresser d'ailleurs à ces organismes.
Oui, en tout cas, il est fait aussi pour ça, hein, pour sensibiliser. Donc il faut que je sois un petit peu plus présent, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Non, je veux dire que ça pourrait être un outil de formation pour les organismes qui travaillent au reclassement des personnels. Complètement, complètement. Allié avec l'application, en fait, c'est vraiment un outil de sensibilisation qui permet de s'approprier les choses. Nous, encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est de rendre les gens autonomes, hein, par rapport à leur propre réflexion. Donc ils sont acteurs de leur vie professionnelle, c'est à eux de prendre en considération ces différents domaines, ces différentes composantes, et puis de faire les bons choix. Merci beaucoup, Aymeric Le Breton. Effectivement, restons en veille pour bien nous préparer aux évolutions de la société. C'est un peu notre mantra aussi dans Smart Tech. C'est l'heure maintenant de notre grand débrief de l'actu. C'est l'heure du grand débrief de l'actu et de l'été, on va dire aussi, puisqu'on est en plein dans la reprise. Avec mes commentateurs cette semaine, mon confrère d'abord, l'excellent Yann Serra, grand reporter au Mag-IT, et le disruptif Alain Staron, fondateur d'Amborella. Alors, à la une, qu'est-ce qu'on a? Plein de choses, on a dû faire des choix. On va commencer par ces géants américains du cloud qui sont loin d'être un gage de qualité, visiblement. En tout cas, c'est ce que nous dit une étude de Gartner, Yann. Oui, exactement. Donc Gartner, vous savez, c'est ce grand cabinet international. Et donc, alors le cloud, on fait très vite. Les entreprises avant avaient des salles informatiques dans lesquelles elles mettaient leurs applications, leurs ordinateurs. Et puis c'était très compliqué. Donc maintenant, elles vont dans le cloud, c'est-à-dire sur Internet. Et en l'occurrence, donc dans des grands hangars pleins d'ordinateurs qui appartiennent à 3 géants américains, qui sont AWS. Il y a 3 grands leaders. Les 3 principaux, les 3 leaders sont 3 géants américains. Donc AWS, c'est Amazon, Azure, c'est Microsoft et GCP, c'est Google. Et alors, depuis le donc Covid... on se dit que si tout le monde va chez eux, c'est parce que là, on est à un top niveau de prestation. Oui, et puis en plus de ça, vous savez, ce sont des entreprises... Là, on n'est plus dans du Dropbox, ce genre de choses. C'est des entreprises qui confient véritablement leurs activités critiques, leurs documents secrets, vraiment à ces géants du cloud. Et puis, ce sont les 3 leaders, donc on s'attend à ce qu'ils soient quand même plutôt au top niveau. Mais une étude de Gartner tire à boulet rouge. En fait, depuis le Covid, ça s'est totalement dégradé en termes de services. Alors, c'est pas tellement les ordinateurs, les services qui ne fonctionnent pas, c'est plutôt les humains derrière, les équipes qui sont déplorables. Alors, écoutez, pour le dire très, très rapidement, donc les commerciaux d'AWS sont des gros lourds. C'est comme ça qu'ils sont qualifiés dans le rapport. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, ils poussent les entreprises à acheter beaucoup plus que ce dont elles ont besoin, quitte à bloquer même des projets d'entreprise tant qu'elles n'ont pas acheté des nouveaux services. Donc ça, les entreprises sont très en colère. Les équipes de Google GCP, alors là, Google, c'est le dernier à être arrivé vraiment sur ce marché-là. Manifestement, c'est des petits jeunes sympathiques, mais qui ne sont pas du tout au courant des services qu'ils vendent. Donc en fait, ils cassent les prix pour appâter les entreprises. Sauf que derrière, les tarifs remontent très rapidement. Puis alors en plus, ils conseillent très mal les entreprises. Enfin les entreprises n'achètent pas ce qu'il faut. Et puis pour terminer, Azure. Alors Azure, écoutez, là c'est simple. En fait, visiblement, les équipes d'Azure sont aussi perdues que les clients. Les contrats dorénavant de Microsoft ont été complexifiés d'une manière incroyable. C'est une usine à gaz. Et donc même eux ne s'y retrouvent pas. Et en fait, même eux ne s'y retrouvent pas. Donc les entreprises sont obligées de faire appel à des cabinets de conseil extérieurs qu'elles payent très cher pour comprendre ce qu'elles doivent acheter chez Microsoft. C'est une catastrophe. C'est une bombe atomique, ce rapport de Gartner. Alors c'est une bombe atomique, d'autant plus. Il y a eu des réactions ? Alors, il y a eu des réactions. Pour l'instant, pas vraiment. On s'attend un petit peu à voir ce qui va se passer là à la rentrée. Mais c'est d'autant plus intéressant que, vous savez, le cloud, donc c'est assez récent, mais on commence enfin à avoir un retour sur le cloud. Et on se rend compte finalement que c'est pas si bien que ça. C'est surtout plus cher que prévu. C'est-à-dire que le cloud, ça vous donne une agilité, ça vous louez des services. Donc, vous n'avez plus à acheter des choses. C'est très dynamique, c'est très bien pour les startups, c'est très bien quand vous êtes une grande entreprise qui lance un nouveau projet. En revanche, il y a un cabinet dont le nom est imprononçable. Et on va essayer. Non, Andreessen Horowitz, oui. qui a fait des... Bon, ça va. Non, je croyais que c'était pire. Mais qui a fait des simulations et qui s'est rendu compte qu'en fait, à partir du moment où votre projet a atteint sa vitesse de croisière, en fait, ça vous coûte 2 fois plus cher de rester dans le cloud plutôt que de tout réinternaliser dans une salle informatique. Alors, il y a les coûts, il y a les commerciaux. Alors, moi, j'ai vu aussi dans l'article sur le Mag-IT des pannes récurrentes. Oui, alors ça, c'est Microsoft. Voilà. Manifestement, Microsoft, ça ne va pas du tout. Ils tombent plus en panne que les autres.
Bon, alors ça fait mal. Alors il y a quand même des bons points, hein, parce que s'ils sont leaders, c'est Oui, voilà. quand même Alors, qu'ils assurent une certaine prestation. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors voilà, on leur reconnaît quand même d'être très innovants. On reconnaît à Amazon d'investir beaucoup pour trouver les services de demain. Microsoft, si vous voulez, derrière, en fait, les gens vont dans le cloud de Microsoft parce qu'ils utilisent Office, Word, Excel, voilà. Et puis, bien évidemment, ces logiciels, dorénavant, depuis qu'il s'appelle Office 365, en fait, sauvegardent tous les documents dans Azure. Ouais. Donc, les gens vont chez Azure, puis Microsoft, c'est quelqu'un qu'ils connaissent depuis très longtemps. Donc, Microsoft a plutôt la confiance des entreprises. Et alors, quant à Google, Google, là, c'est plutôt un compliment en demi-teinte, c'est-à-dire qu'en fait, Gartner le félicite finalement d'essayer de rattraper son retard, mais bon, on comprend quand même qu'ils ne sont pas encore au point des deux précédents. Voilà. Alain Staron, une réaction sur ces égratignures, parce que ça ne doit pas leur faire très mal quand même, aux géants du cloud. J'ai envie de dire qu'on est à un tournant. C'est-à-dire que, de manière très factuelle, moi-même, quand j'étais dans une grande boîte, on trouvait plus pratique d'aller chez un de ces trois-là, parce que ça devient très compliqué de faire soi-même, surtout quand on veut démarrer. Alors, quand on est start-up, n'en parlons pas. Mais il y a l'histoire du verrouillage. C'est-à-dire quand vous êtes chez l'un, vous êtes chez l'un. Si vous ne faites pas attention, vous ne pouvez plus en sortir. Et donc, logiquement, les commerciaux, vous êtes verrouillés chez eux. Qu'est-ce qu'ils font les commerciaux ? Ils veulent tirer de plus en plus. Et donc, on est forcément coincé. La réponse, elle va arriver très très vite. Enfin, moi, je médite là-dessus depuis déjà plusieurs années. C'est ce qu'on appelle le multi-cloud hybride. C'est-à-dire que les cabinets intermédiaires qui se positionnent, j'attends ceux qui vont arriver en disant, écoutez, moi, j'ai pas d'infra, mais je vous mets en parallèle sur les trois. S'il y en a un qui tombe en panne, on ira chez l'autre. S'il y en a un qui monte les prix, on ira chez l'autre. Le multi-cloud, c'est le grand mot aujourd'hui de tous les acteurs. J'entends. D'accord. C'est même le cloud hybride. Voilà, c'est ça. C'est un mélange de ça. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'être sur plusieurs fournisseurs d'infra et avoir un peu en local. Donc ça, c'est un nouveau métier. Ouais. Je connais. Je ne vais pas faire la publicité. Et là, on a des acteurs français. Il y a des acteurs français, absolument. Et je pense que c'est là qu'il faut aller. Et le jour où tous les grands industriels comprendront que quand ils sont verrouillés chez l'un, c'est très compliqué. Exactement ce que tu venais de dire. Et ils vont passer vers ce monde-là. Et c'est ce que j'attends, c'est la prochaine étape, quoi. Donc Gartner arrive juste à point nommé pour secouer un peu le cocotier. Bon, allez, on enchaîne avec une autre actu, c'est les 10 ans de Tim Cook à la tête d'Apple, donc qui est arrivé au moment de la démission de Steve Jobs le 24 août 2011. Pas facile quand même d'endosser le rôle de patron après Steve Jobs, mais pour autant, ce que j'ai vu est plutôt positif sur son bilan. Oui. Yann. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que Tim Cook, alors c'est pas le visionnaire qu'était Steve Jobs. Il y a eu beaucoup moins d'innovations disruptives, comme on dit, depuis qu'il est aux commandes. En revanche, c'est un très bon gestionnaire. Donc le chiffre d'affaires a été multiplié par 3. Alors chiffre d'affaires trimestriel, j'ai plus le chiffre, je crois que c'est 85 milliards de dollars donc de chiffre d'affaires trimestriel, donc multiplié par 3 par rapport à l'époque où il est arrivé. La cotation en bourse, ça ne veut pas dire grand-chose pour nous, mais 2500 milliards. Donc c'est 7 fois plus qu'à l'époque où Steve Jobs est parti. Donc finalement, il a réussi à conforter Apple dans une marque qui vend des produits de luxe. Voilà. Oui. Et alors, deux choses. La première, c'est que c'est quand même un équilibre un petit peu difficile parce qu'il a très bien réussi à le mener, mais vous savez, quand vous faites des produits de luxe, c'est soit vous faites véritablement des produits de luxe, soit il y a tantôt les clients peuvent avoir l'impression que vous les prenez pour les vaches à lait. Et donc là, il a réussi à maintenir, mais vous savez, il y a eu quelques petites fautes de parcours quand ils ont commencé à faire des Macs là, avec les touches qui s'enfonçaient même plus tellement non mais c'était du bas de gamme. Donc là, les gens ont arrêté d'acheter des Macs. Donc voilà, c'est quand même très très difficile. Alors après, la deuxième chose, c'est les innovations. Bon, les innovations, il n'en a pas fait beaucoup depuis que Steve Jobs est parti. Donc l'Apple Watch. Bon, c'est plus un bijou. On peut penser que si Steve Jobs avait lancé l'Apple Watch, ça aurait été un produit qui sauve des vies. Ça aurait été, qui aurait accompagné les personnes âgées, les pompiers. Bon, là, sous l'ère Tim Cook, c'est un produit de luxe. Voilà. Les écouteurs AirPods... Je vois Alain qui trépigne. Selon moi, l'Apple Watch, c'est quand même le produit Apple le moins indispensable. Même les AirPods. Alors, les AirPods, moi, je trouve ça super bien parce que quand vous avez passé 1 an et demi en télétravail chez vous avec le bruit, avoir des écouteurs qui sont confortables, sans fil et qui vous coupent le bruit autour, c'est quand même très bien. Et puis, alors, la troisième innovation, c'est d'avoir remplacé, vous savez, les microprocesseurs. Alors, on va parler après peut-être d'Intel, mais ça, c'est important. Mais Tim Cook a pris la décision donc d'arrêter de se fournir chez Intel et de fabriquer lui-même
lui-même ses microprocesseurs donc, dans des usines asiatiques. Et alors ça, c'est très courageux de sa part, parce que c'est quand même très risqué, et visiblement, bon, ça marche plutôt bien. Et là, encore une fois, c'est une décision de bon gestionnaire, plus qu'une décision de visionnaire de produits high-tech. Je vais laisser réagir Alain Staron avant de réagir moi-même. Les écouteurs, ils tombent. Donc, les écouteurs Apple, Ça dépend des oreilles. Ça dépend des oreilles. Grandes oreilles aussi, c'est pour ça. Je ne veux pas être compatible. Après, la montre qui sauve des vies, enfin, lorsqu'ils ont la keynote de je crois que c'est la version 5 ou 6, ils avaient fait venir le cardiologue, président de la fédération. Ils ont communiqué là-dessus. Ouais, ils ont communiqué là-dessus et des études montrent qu'ils envoient beaucoup de gens à l'hôpital. Trop. Oui. Donc ça veut dire que mais ça, c'est le propre des montres connectées de santé, qui rend un peu stressé sur la qualité de notre sang, de respiration, d'oxygène. Moi, je trouve que la montre connectée est un vrai sujet. On avait parlé une fois précédente, on ne va pas revenir là-dessus. Après, moi, mon sujet que je trouve original de Tim Cook, c'est moins l'innovation que l'engagement politique. Eh bien, j'allais le dire aussi, sur la vie privée. Et, alors, généralement, et en particulier sur la vie privée. Alors, il s'en est servi comme cheval de bataille depuis 2016 et la fusillade où il a dit non, je ne donne pas les données au FBI. Et donc, du coup, maintenant, c'est sa facteur de différenciation par rapport à un Google et Facebook. Vous avez vu au CES les grandes publicités. Ce qui est dans votre iPhone reste dans votre iPhone. Circulaire, rien à voir. Et voilà, donc là, il y a eu ce début de polémique, ou cette polémique de cet été qui est très compliqué à analyser. Parce que dans les faits, toutes vos données qui sont sur des serveurs sont scrutées. Vous savez, chez Facebook, chez Google, partout. Donc on va préciser la polémique de cet été. En fait, Apple a annoncé son projet de scanner les iPhones à la recherche d'images pédopornographiques pour lutter contre cette criminalité. Et donc tout le monde s'est dit, mais alors c'est scandaleux, en fait, ils vont aller regarder ce qu'il y a dans nos messages. Et Apple a répondu, mais ne vous inquiétez pas, de toute façon on le fait déjà, finalement, on fait sur iCloud, on scanne déjà. Alors, on scanne déjà les contenus que nous stockons sur iCloud. En fait, oui et non. Et en fait, la technique est un peu compliquée à expliquer. C'est pour ça que les gens sont perdus. On ne scanne pas les contenus. On regarde... Enfin, un logiciel regarde si une signature des images qui sont dans le téléphone correspond à une signature d'image connue comme étant criminelle. C'est tout ce qu'on fait. C'est du scan, c'est pas de la lecture. C'est pas de lecture. Donc en fait, ces images ne sont pas visibles. Elles ne sont pas connues. Et... ce qu'ils disent benoîtement, j'ai envie de dire, c'est si on le fait au niveau du téléphone, il n'y a rien qui sort du téléphone, sauf gros problème. Et donc, du coup, on protège plus la sécurité que si c'était fait au niveau du cloud. Sauf que, intuitivement, mais Apple est dans mon téléphone. C'est dans le cloud, c'est loin, il est dans mon téléphone. Donc, la perception de cette initiative qui est plutôt pour protéger la vie privée, exactement l'inverse. Donc, ils rament, j'ai vu l'interview de leur patron de la communication. Je ne suis pas sûre que ça monte autant en épingle. Il y a un autre sujet sur lequel Apple se bagarre, c'est quand même sur son magasin d'applications et son business model. Avec la guerre contre Epic Games, on a vu... Les 30%. Les 30%. Et Spotify, d'ailleurs, je reçois le patron France de Spotify demain matin. Mais là, on a un autre sujet. Soit c'est l'abus de position dominante, mais enfin, ils sont quand même au moins deux. Soit, enfin, je ne sais pas ce qu'on peut faire là-dessus. Mais... Bon, et cette année, on attendra l'iPhone 13. Bon, il y a quelques rumeurs qui commencent, mais on aura vraiment la surprise à peu près en septembre. Et puis, il va y avoir donc le 5 octobre... le décès de Steve Jobs. J'imagine qu'Apple va préparer quelque chose. Alors... Yann, vous parliez de ce choix audacieux sur les processeurs qui nous fait rebondir sur le sujet Intel. Oui, tout à fait. Intel. Alors, Intel, peu en difficulté. Quand voilà, même, sur on marché. résume. Donc Intel, c'était autrefois le géant des microprocesseurs, sauf qu'ils ont totalement raté le train des puces pour téléphone portable et tablettes. Et donc, ils ont laissé ça aux Asiatiques. Et alors, du coup, les Asiatiques ont gagné tellement d'argent avec ces puces, en fabriquant ces puces pour téléphone portable, que du coup, ils ont modernisé très rapidement leurs usines au point de, dorénavant, pouvoir construire des microprocesseurs bien plus puissants que ceux d'Intel. Et c'est pour ça que Apple va chez les Asiatiques, pour ça que AMD, le concurrent d'Intel, va chez les Asiatiques, Nvidia, enfin toutes les marques qu'on connaît un petit peu de puces électroniques. Donc, branle-bas de combat. Au début d'année, ils ont rappelé un directeur historique, Pat Gelsinger, à la tête du... Donc ça fait un peu penser à l'époque où, vous savez, quand Steve Jobs est revenu chez Apple, c'était un peu la même chose. Et donc là, il a dit, bon alors voilà, bon écoutez, on se lève les manches. Donc ils ont mis en place des décisions. Alors ils assument qu'ils ne vont pas arriver
à innover tout seul. Ça, c'est acquis. Donc, ils sont allés chercher 2 technologies ailleurs. Une chez IBM. Alors, vous savez, chez IBM, ils sont bardés de prix Nobel et ils ont trouvé un moyen pour miniaturiser. Parce que c'est ça le truc dans les microprocesseurs, c'est qu'il faut que vous arriviez à miniaturiser et c'est comme ça que vous êtes plus puissant et que vous consommez moins d'énergie. Ils ont trouvé chez donc, IBM une invention qui permet de descendre bien au-delà de ce qu'ont fait les Asiatiques et ils ont trouvé au CEA à Grenoble, donc là aussi des experts de la matière, des gens qui ont trouvé un moyen pour construire les microprocesseurs comme des Lego, ce qui fait que ça permettrait à Intel de réduire les coûts de sa fabrication. Donc, vous savez, comme je vous le disais, c'est les Asiatiques qui ont gagné beaucoup d'argent, donc ils ont pu innover très vite. Du coup, Intel aurait moins besoin d'argent, puisque, voilà, et enfin, en tout cas, ça lui coûterait beaucoup moins cher de fabriquer des microprocesseurs, donc ils pourraient aussi évoluer assez rapidement. Donc, alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'ils vont imiter le modèle asiatique, c'est-à-dire que dorénavant, auparavant, Intel, c'était un petit peu, vous savez, cet empire, là, où ils faisaient tout à l'intérieur, et puis, en fait, ils narguaient tout le monde. Là, dorénavant, en fait, ils vont ouvrir leurs usines aux autres, à leurs concurrents, donc en leur disant, voilà, ils vont essayer de faire des prix compétitifs avec les Asiatiques. Et le troisième point, c'est que si... Penser écosystème pour Alain Staron. Penser écosystème. Et il y a un vrai sujet, en fait. Et le troisième point, c'est qu'ils vont peut-être, alors s'ils gagnent suffisamment d'argent, donc ouvrir des nouvelles usines, dont en Europe. Là, en ce moment, Pat Gelsinger fait le tour de tous les gouvernements européens. On aimerait bien que ce soit en France. On aimerait bien que ce soit en France, au prétexte que, vous comprenez bien, messieurs les Européens, et surtout les constructeurs automobiles européens, vous ne devez pas dépendre uniquement des puces asiatiques, d'autant plus qu'en ce moment, on est en pénurie, parce que toutes les puces viennent de l'Asie et que les bateaux n'arrivent plus, que pour tout un tas de raisons à cause lié au Covid. En fait, aujourd'hui, les constructeurs automobiles, surtout, ne peuvent plus se fournir en plus pour leur voiture. Ils ont clairement une carte à jouer. Alors, c'est un choix. Le choix n'est pas fait officiellement. Je me demande s'il n'est pas fait officieusement. Comme vous disiez, Intel, c'est à la fois le fondeur et les développeurs de le choix sûr. De la stratégie d'Intel. Oui. Qu'est-ce qu'ils vont faire ils étaient monoblocs. Quand vous êtes intégré verticalement dans un monde écosystémique, vous n'êtes plus intégré verticalement, vous allez partout. Ils avaient 2 options. Pousser leur microprocesseur et aller chez TSMC. Pourquoi pas ? Puisqu'ils n'ont pas, la finesse de gravure suffisante, mais les Chinois l'ont, donc ils pourraient y aller. Et l'autre option, c'est le contraire. C'est, je vais moi-même investir dans la technologie de fabrication, mais quid de mes processeurs ? Et donc, dire sans le dire, c'est quoi ? C'est OK, mon concurrent, c'est TSMC, donc je vais faire de la fabrication de microprocesseurs. D'ailleurs, je l'ouvre à mes concurrents. Donc, je vais produire pour mes concurrents de mon produit final. Et donc, la vraie question qui se pose, est-ce que le x86 & Co., est-ce que les processeurs Intel vont encore exister ? Sachant que aujourd'hui, la vraie clé sur la design de chip, c'est l'intelligence artificielle. Mais quand on regarde qui y est, vous avez Samsung, vous avez Google, vous avez Nvidia, vous n'avez pas Intel. Et c'est l'IA qui permet de designer des chips moins gourmands. Intel a raté le mobile parce que ça consommait trop, ces chips. Et dans un mobile, on a besoin de batterie. C'est juste pour ça qu'ils sont plantés. Oui, c'est peut-être une question de choix stratégique. Voilà, aussi, donc le choix stratégique, moi je suis très curieux de connaître la suite. Est-ce qu'ils vont devenir un fondeur pour tout le monde ? Et c'est une excellente nouvelle pour l'Europe. Il y a Thierry Breton qui a lancé un truc à 30 milliards pour faire une usine from scratch. Là, on aurait l'intérêt de bosser avec des gens qui savent un peu de quoi ils parlent. Et auquel cas, très bien, on a une alternative américano-européenne au monopole asiatique sur la fonderie de chips. Ou est-ce qu'on va toujours avoir des processeurs Pentium, etc. Et sachant que là, il n'y a rien d'écrit dans ce qu'ils annoncent. Allez, on termine, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, avec une image. C'est ce Tesla Bot, en fait, qui a été présenté par Elon Musk au Tesla AI Day. Il nous parle de la mise au point d'un prototype de magnifique humanoïde, d'ailleurs, amical, aidant. Il est prévu pour 2022, ce prototype, parce que pour l'instant... C'est du papier, c'est un dessin. Oui, mais ça, c'est du grand Tesla, c'est du grand Elon Musk. C'est du grand Elon Musk. Il envoie ce roster sur Mars. Voilà, donc il change le paradigme de la voiture. Il veut se présenter toujours comme le visionnaire. En fait, toutes les technos qu'il met dans ses voitures seront dans des humanoïdes demain, et donc c'est lui qui va le construire en premier. Alors il y en a quand même certains qui disent, là, Elon Musk, il délire. Il nous présente un truc qui n'existe pas, et de toute façon, il fait diversion, parce qu'en vrai, il a quelques soucis avec les crashs de Tesla, 11 en l'occurrence, sur lesquels il y a une enquête aujourd'hui aux États-Unis. Donc 2 sujets différents. Alors Alain, une minute pour réagir. Donc 2 sujets différents. Un,
Tesla Challenge. met en place un processus d'intelligence artificielle assez original où il définit des inférences de manière plus fine, c'est-à-dire inférence, c'est le sens de ce qu'on peut décoder comme objet, le sens de ce qui fait, est-ce que c'est un chien, est-ce qu'il court, etc., beaucoup plus fortement que tous les concurrents. Bien. Deuxièmement, il fabrique des voitures. Et les usines de voitures sont parmi les usines les plus robotisées au monde. Donc il sait ce que c'est que des robots, lui-même, il fait les robots. Bien sûr. Donc après, le coût marketing, c'est dire je donne à mon robot une apparence d'humain, ce qui n'est pas qu'un coût marketing, parce que si vous voulez remplacer l'homme dans les postes de travail, il faut que ce soit un truc qui ressemble à peu près à un homme. Pas forcément. Alors, il y a plein de roboticiens qui vous diront il n'est pas forcément très efficace d'avoir 2 bras, 2 jambes. J'entends bien, mais sur des postes qui sont aujourd'hui compliqués à gérer autrement, mais je reconnais que c'est assez marketing, le bipède. Quand même. Mais c'est du Elon Musk. Mais il y a un vrai fond technique derrière. Bon, ok. À suivre alors. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir commenté quelques-unes des grandes actus qui nous ont fait réagir cet été. Merci Yann Serra du Mag-IT et Alain Staron d'Amborella. Juste après la pause, vous allez découvrir justement un nouveau rendez-vous pour répondre à cette question: où va l'intelligence artificielle ? Vous êtes bien sûr Bismart et vous regardez Smart Tech en direct à 11h, votre quotidienne dédiée au monde du numérique et de l'innovation. Alors dans cette deuxième partie de l'émission, on va partir à la découverte d'une innovation du jour, une climatisation écolo. Mais avant de vous la faire découvrir, on a un nouveau rendez-vous qui arrive dans Smart Tech qui s'appelle le sens de l'IA. Et nous sommes en excellente compagnie pour en parler puisque connecté avec Laurence Devillers, professeure et chercheur en intelligence artificielle au CNRS Saclay. Bonjour Laurence Devillers, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors on va commencer, pardon, j'en perds les moyens de vous avoir en direct. Alors on va commencer par cette question peut-être par laquelle il faut commencer forcément. C'est quoi l'IA? Qu'est-ce qu'on entend par intelligence artificielle? Donc l'intelligence artificielle, c'est né des travaux de chercheurs dans les années 55 qui cherchaient en fait à donner aux machines des capacités de raisonnement qu'a l'humain, notamment pour percevoir, donc élaborer un raisonnement et agir sur le monde extérieur. Donc ces machines ont des capacités d'apprentissage et également de communication en langage naturel. Donc on va trouver ces systèmes dans les robots qui sont capables de marcher, ou qui sont capables de prendre des objets, de reconnaître des personnes. Et l'IA, vous l'avez déjà dans votre téléphone, dans les objets du quotidien. C'est vrai. Et il y a différents types d'IA. Il y a des IA fortes, des IA faibles. Oui, alors, ce que Elon Musk, par exemple, présente, c'est un robot qui serait capable d'aller faire des courses. Donc, ça voudrait dire qu'il a une certaine conscience, sens commun, parce que c'est pas si évident d'aller dans la rue et d'aller faire des courses de quelqu'un. Ça nécessite énormément de capacités. Et ça, on ne sait pas faire. Donc, l'IA forte, c'est une IA qui est capable de comprendre l'environnement. Alors là, j'ai mis 2 images. On a vu le jeu de Go. L'IA était capable de jouer mieux qu'un humain, et c'est normal. Ça, c'est une IA faible dédiée à une tâche particulière, entraînée pour ça, et qui atteint des capacités qui peuvent être plus importantes que les nôtres. Maintenant, elle ne connaît pas le goût de la pomme. C'est pas pour faire une pub pour Apple que j'ai mis cette pomme. L'IA ne connaît pas, en fait, dans notre environnement, les choses de façon située avec leur corps. Donc, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de compréhension fine, d'expérimentation de l'environnement. Un enfant, quand il apprend très rapidement parce qu'il comprend à travers son corps aussi, en touchant les choses, en les sentant. La machine en est totalement incapable. Donc on est très loin d'une IA forte dans ces systèmes. L'IA faible, ça veut dire qu'elle est dédiée à une tâche, ça veut dire que la technologie doit être à nouveau réapprendre, si vous voulez, pour un nouveau domaine, avec beaucoup de données pour arriver à des performances importantes. Donc il y a un paradoxe ici, on a l'impression que ça évolue très vite, mais en même temps, faire un robot qui sait tout faire, comme aller faire des courses, faire la vaisselle chez vous, c'est compliqué. Oui, ça relève encore du domaine du fantasme. Et alors, pour reprendre le titre du rendez-vous qu'on va avoir ensemble régulièrement, comment vous percevez, vous, le sens de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'il faut lui donner un sens? Est-ce qu'elle a un sens déjà aujourd'hui? Alors oui, elle a un sens. On construit des objets pour nous aider dans notre quotidien, donc il faut comprendre que si on arrive à mieux faire passer ses capacités, qu'on arrive aussi à pousser les industriels à
comprendre qu'il peut y avoir des conséquences à mettre en œuvre différents objets. La montre, par exemple, connectée, l'Apple Watch dont on parlait précédemment, si elle collecte vos données et que ces données sont utilisées par quelqu'un pour construire un système qui va vous manipuler après, eh bien, cette manipulation douce, par exemple, qui s'appelle un nudge, pourrait être positive, c'est-à-dire vous aider à une meilleure hygiène de vie, comprendre mieux ce qu'il faudrait manger ou pas manger, par exemple, si elle surveille les calories que vous prenez, mais en même temps, elle est contraignante, elle va toucher sur votre liberté. Donc, cette tension, c'est une tension éthique entre, finalement, une aide et la liberté. Et je pense qu'il faut arriver à faire comprendre cela, que tous ces objets autour de nous qui collectent des données, qui nous aident à prendre des décisions, sont extrêmement utiles pour aider à soigner une dépression, détecter des cancers sur des images radio, aller sur la Lune ou sous l'eau en étant des robotiques autonomes, mais aussi dans notre quotidien, elles vont avoir des impacts sur nous et cela a un sens sur nos connaissances, sur notre liberté, sur ce que va devenir le monde. Donc il faut regarder ces objets dans notre quotidien avec aussi une vision de ce que ça pourrait modifier, de connaissances intrinsèques, de façon de se comporter dans la société, entre nous, au niveau affectif, au niveau des connaissances, au niveau de l'intelligence collective. Alors ça fait partie des grandes problématiques qu'on va adresser ensemble dans Smart Tech avec ce rendez-vous, le sens de l'IA, ces tensions éthiques en fait entre l'application et le sens du départ et le sens qu'il pourrait prendre après, demain. Exactement. Et donc, avec les robots, on voit arriver par exemple, ou les chatbots, ces agents conversationnels qui nous parlent, on voit arriver des objets qui parlent avec une parole humaine. La technologie a fait des bonds monstrueux dont il faut parler, et on arrive à des systèmes qui vont simuler, par exemple, une petite amie ou un petit ami virtuel et qui vont prendre peut-être beaucoup de place dans notre quotidien. Et là, l'attention, c'est finalement, ce sont des objets qui n'ont pas d'intériorité, qui sont là parce qu'ils ont été marketés par des industriels pour des objectifs commerciaux et ils vont être utiles d'une certaine partie pour les gens isolés ou pour les gens qui sont en détresse. Certes, ils pourraient nous aider, mais il faut trouver le cadre dans lequel on peut les utiliser, sinon on peut être dépendant de ces machines, infantilisé par ces machines. Et donc cette transformation numérique et de l'intelligence artificielle en société est extrêmement bénéfique si on est capable de penser un humanisme avec ces objets. Ouais, ça veut dire qu'en fait, il faut aussi repenser ce qu'est l'humain et ce qu'on veut faire de l'humain, au sens qu'on donne à l'humanisme. C'est exactement ça, et ces questions de tensions éthiques entre liberté, sécurité, décision propre, libre arbitre doivent être mieux comprises, mieux encadrées dans la société par l'Europe, qui veut réglementer en mettant au centre nos valeurs de dignité et les valeurs des droits de l'homme. Et il faut avoir confiance dans ce qui est en train de se passer, y participer dans la société. On a besoin de comprendre ces nouvelles relations que nous aurons avec ces machines. Il ne faut évidemment pas tout jeter, il faut former et expérimenter. Expérimenter, c'est essentiel. Donc, pour avoir un IA, pour le bien commun, c'est possible, évidemment, si tout le monde comprend le sens de ces différents objets autour de nous. Donc, je crois que c'est une fulgurance qu'on doit, dans la société, prendre à bras-le-corps et qui n'est pas isolée du monde économique. Le monde économique doit comprendre qu'il faut avoir confiance dans ces objets pour les utiliser dans la société demain. Merci beaucoup Laurence de Villers pour vos éclairages. Je rappelle que vous êtes professeur et chercheur en IA au CNRS Saclay. Merci pour ce rendez-vous que vous installez avec nous. À suivre dans Smart Tech, c'est notre séquence découverte avec une innovation qui préfigure demain. Alors j'ai un petit peu vendu la mèche en disant et demain si on voyait arriver un climatiseur écologique. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Donc vous allez nous présenter cette solution verte pour survivre aux fortes chaleurs que nous n'avons pas vraiment connues d'ailleurs nous au-dessus de la Loire. Justement, alors c'est ça qui est intéressant et même partout en France parce qu'officiellement selon l'administration océanique et atmosphérique américaine, le mois de juillet 2021 c'était le mois de juillet le plus chaud de toute l'histoire partout dans le monde. De toute évidence, vous l'avez dit, ils ne sont pas venus en France pour faire le rapport. A priori, on n'a pas eu la même impression du mois de juillet. Mais quand bien même, il y a eu assez de chaleur pour utiliser la climatisation. D'ailleurs, l'utilisation augmente. En 2016, selon l'ADEME, on était à 14% des ménages qui possédaient une climatisation. Et aujourd'hui, on est plutôt à 24%. Donc ça augmente très vite. Le problème, c'est que cette solution, elle est
polluantes. Donc il faut trouver aujourd'hui une solution qui, contrairement à la climatisation classique, ne génère pas 5% des émissions de CO2 de production énergétique chaque année. Donc, une société irlandaise, elle a peut-être trouvé la solution. Au lieu de supprimer la clim, elle décide de la transformer. Oui, ce serait bien parce qu'effectivement, là, dans une situation où, pour lutter contre le réchauffement climatique, on en rajoute. Exactement. Donc, ce serait une clim écologique. Oui, parce que, vous le disiez, une clim classique, elle capture la chaleur en capturant l'air à l'intérieur, et cette chaleur, elle la rejette dehors, donc elle augmente la chaleur atmosphérique. Alors là, l'idée, c'est plutôt de capturer la chaleur différemment. Au lieu d'utiliser des gaz pour capturer cette chaleur, on change, on prend une substance qui s'appelle le nitinol. C'est donc une alliance de nickel et de titane avec un objectif double, capturer la chaleur et la supprimer plutôt que de la rejeter comme ça dans l'air. Comment ? Alors, ça va former une sorte de barrière, un filtre à chaleur avec des trous à l'intérieur. Ça fait à peu près 4 cm, c'est l'idée. Et donc, ces trous vont laisser passer l'air et l'alliage va récupérer la chaleur. L'idée de ce refroidissant d'un nouveau type, c'est d'avoir un caloporteur, quelque chose qui va transporter cette chaleur. Et l'avantage, c'est qu'ils ont fait des tests sur le prototype. Ça marche avec l'air, ça marche aussi avec l'eau, ça marche avec la saumure, le glycol, enfin, que des substances qui vont être non nocives, contrairement au gaz, pour la planète. Et puis, le plus important, c'est que cet alliage, il va capturer la chaleur, mais ensuite, il peut la déplacer au lieu de la rejeter directement. Donc, il va la déplacer vers une station de refroidissement. Donc, l'air, il va être tout de suite stocké, la chaleur va être tout de suite stockée, refroidie, et elle ne sera jamais rejetée à l'extérieur. C'est qu'on obtient à ce moment-là un cercle vertueux. Et le bonus non négligeable pour la durabilité, c'est que pour l'instant, le prototype montre des résultats si performants qu'a priori, il pourrait durer 40 ans au sein d'un même foyer sans avoir à être remplacé. Bon, on a beaucoup de curiosité sur la date possible de commercialisation. C'est très secret, cette société irlandaise, la Exergine, elle est très secrète. Par exemple, elle travaille déjà avec un industriel, mais elle ne révèle pas le nom de cet industriel. Il y a beaucoup d'enjeux, évidemment, derrière cette solution. Donc, on ne connaît pas encore la date de commercialisation. Mais s'il y a industrialisation, ça veut dire que ça ne devrait pas tarder. En attendant, il y a des solutions pour diminuer sa consommation de climatisation. Par exemple, c'est l'ADEME qui a donné cette solution. On peut élever la température de consigne, celle qu'on fixe à ne pas dépasser dans le foyer, de 22 degrés à 27 degrés. Alors ça paraît énorme, mais en fait, on ne sentira pas vraiment la différence. Par contre, on va diviser par 2 sa consommation d'énergie et d'air chaud consommé. Et ça, c'est très important. Sinon, il reste une solution rafraîchissante. Aller à la piscine, par exemple, ou sous la pluie, si on habite à Paris. Merci Cécilia Sévry. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez apprécié comme moi ces nouvelles découvertes et réflexions sur le numérique. Toute cette semaine à suivre, on a le Lab évidemment au pitch des entreprises du numérique. Je voulais vous dire, évidemment, je vous retrouve demain pour la grande interview dans Smart Time. Et il y aura aussi un grand rendez-vous dans l'espace qui sera animé par Cécilia. On vous souhaite à tous une excellente journée.